prendre. Hein. Enfin, à moins qu'il y en ait qui ne soient pas d'accord avec ça, levez la main. Ah, à l'unanimité, moins une voix, tu es nommé meilleur président. Oui, mais il y en avait déjà un. Oui, mais la vraie démocratie, c'est la dictature. Donc, comme c'est un congrès d'urgence et de néonatologie, on peut difficilement dire que l'obésité, ce soit quelque chose de... Alors, attendez, je vais remettre pour le temps. Voilà. Voilà, comme ça, je vais avoir le chrono. Ce soit la néonatologie. Par contre, c'est urgent que vous sachiez que l'obésité de l'enfant est différente de celle de l'adulte. Parce que à peu près 90% des gens qui parlent d'obésité n'ont jamais vu un enfant obèse de leur vie. Dans le meilleur des cas, c'est des médecins. Et dans le pire des cas, c'est les plus nombreux. C'est des vétérinaires, c'est des ingénieurs INRA qui m'expliquent souvent à moi comment il faut traiter les enfants obèses. Donc, je leur dis au moins, apprenez, et ce n'est pas la même chose que l'adulte. Donc, je vais essayer de vous démontrer ça. Alors d'abord, on peut se poser la question, finalement, l'obésité, c'est quoi? C'est des gens qui mangent des fast-foods, qui boivent du soda, qui regardent trop la télé, et c'est pour ça qu'on devient obèse. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit dans les livres. Alors, ça pourrait être exactement la même chose, mais juste 2 travaux pour vous montrer que l'obésité de l'enfant est probablement différente de celle de l'adulte. Vous voyez, dans cette méta-analyse de 15 études, ils ont montré que la majorité des enfants obèses, et les adolescents notamment obèses, le restaient. Regardez, 66% des adolescents de plus de 12 ans en surcharge pondérale restent obèses à l'âge adulte, plus de la moitié. Et quand on passe à l'étage au-dessous, 7-12 ans, il y en a quand même encore 55. Donc la majorité des enfants gros restent gros. Inversement, la grande majorité des adultes obèses ne l'étaient pas lorsqu'ils étaient enfants. C'est le même travail, mais dans l'autre sens. Vous voyez, 79% des adultes de plus de 20 ans obèses ne l'étaient pas à l'enfance, durant l'enfance, 7-12 ans. 70% des adultes obèses ne l'étaient pas à l'adolescence. Et 79% à plus de 30 ans ne l'étaient pas à plus de 12 ans. Donc, très clairement, ça paraît être 2 situations différentes. Et on va voir ensemble, justement, ce qui permet de différencier les deux. Alors tout d'abord, c'est probablement et indiscutablement le rôle de la génétique qui, comme vous allez le voir, est bien plus prépondérant chez l'enfant. Il y a quelques années, il y a ce magnifique article du New England avec 20 auteurs américains qui sont ici et qui avaient détruit les mythes autour de l'obésité. Ce qui est très amusant, c'est qu'ils avaient eu une multitude de correspondances. Hein. Vous savez que l'obésité fait vivre beaucoup plus de gens qu'elle n'en tue, donc c'est très important de ne pas trop critiquer l'obésité, de faire croire que c'est parce qu'on mange des fast-foods qu'on devient gros. Je rappelle juste que si demain tous les fast-foods de la Terre étaient éliminés, pas un enfant perdrait 1 gramme. Donc ils avaient détruit et essayé de corriger. L'évolution pondérale au cours de la vie dépend principalement du patrimoine génétique et non d'un effet persistant de l'apprentissage précoce d'une bonne hygiène de vie. Donc ils avaient vraiment planté le décor et ces 2 travaux de la même équipe extraordinairement bien faits étayent parfaitement cette idée-là. Là, ici, on a 87 700 paires de jumeaux mono et dizygotes qui proviennent de 20 pays différents. Et donc, les auteurs ont essayé de voir l'influence de la génétique. Ça marche mal, mon micro? Ça marche, mais c'est pour t'éviter... D'accord. Ah bah voilà, c'est mieux. Merci, monsieur. Donc, l'influence de la génétique. Alors, les monozygotes ont la même génétique, le même environnement, et les dizygotes, une génétique différente et le même environnement. Donc, ce qu'ils ont appelé aussi l'environnement global, c'est-à-dire ce qui nous entoure, qu'on entend dans les revues femina.com, etc. Et puis, l'environnement partagé, c'est une traduction de l'article et qui correspond probablement au comportement familial. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous ne voyez pas très bien, ici c'est 0, ici c'est 1. Donc, si c'est A1, c'est-à-dire que c'est 100% génétique. Si c'est 0, c'est-à-dire que ça n'influe absolument pas. On va très vite éliminer ce dont on entend parler dans tous les journaux, l'environnement global. Vous voyez que c'est quasiment nul en permanence. L'influence de cet environnement qu'on accuse est vraiment assez faible chez l'enfant. Le point intéressant, c'est ça. Vous voyez, une petite diminution de la génétique avec une augmentation du comportement. Et ça, c'est ce qu'on voit en pratique. C'est-à-dire que c'est vers 3-5 ans. Vers 3-5 ans, c'est là où on a l'impression d'avoir un effet sur l'enfant. C'est-à-dire qu'on dit, oh, on a vu cet enfant, et en le prenant en charge, grâce à mes bons soins, l'enfant a infléchi ou a modifié sa courbe. En réalité,
On ne fait généralement qu'accélérer, comme vous allez le voir tout à l'heure, une évolution spontanée. Mais en tout cas, et c'est ce qui est très bien écrit dans cet article, cet effet n'est qu'éphémère, puisque très rapidement, la génétique prend le dessus. Et regardez, cet environnement partagé, c'est-à-dire l'influence du comportement familial sur l'IMC, devient nulle à partir de 9 ans, c'est ce qui est écrit dans l'article. Donc, on montre très clairement ici l'extrême importance de la génétique dans l'obésité de l'enfant, ce qui, pour un clinicien comme moi, est une évidence depuis 30 ans. Alors l'adulte, vous allez me dire, eh bien, la même équipe l'année suivante a publié le même travail chez l'adulte, mais cette fois, vous voyez, avec 140 000 paires de jumeaux, toujours mono et dizygotes, et on s'aperçoit de 2 choses. La première, c'est que jusqu'à la fin de nos jours, la génétique prédomine. Regardez, on est systématiquement supérieur à 0,5, donc c'est à plus de 50%. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de nos jours, on est tous inégaux devant la prise de poids. Je crois que vous l'avez tous constaté. Et la deuxième chose, c'est que cet effet diminue avec l'âge. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on est sensible, notamment aux excès alimentaires. Et là, je pense que vous êtes encore plus nombreux à l'avoir constaté. Donc, très clairement, il y a une influence de la génétique qui prédomine tout au long de la vie, mais plus chez l'enfant que chez l'adulte. Alors, c'est important, cette génétique, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à guérir l'obésité. Ici, on a la principale voie génétique connue, qui est la voie des mélanocortines, donc qui est dans l'hypothalamus, avec cette voie qui passe par la leptine, donc qui est sécrétée par le tissu adipeux, qui se fixe sur un récepteur hypothalamique spécifique, et après une chaîne de réaction et la fixation au récepteur de type 4 mélanocortine, on a une diminution de l'appétit. Toutes les croix que vous voyez sont les mutations qui ont été découvertes, qui étaient des mutations uniques, avec les publications Princeps, qui, vous voyez, datent d'une vingtaine d'années, et notamment celle-là, c'était une enfant de Trousseau. Enfin, une de celles-là, elles étaient 3. Donc, lorsqu'on a découvert toutes ces anomalies, on a cru que c'était absolument exceptionnel. C'était à peine quelques cas mondiaux sur les millions d'enfants obèses. Mais dans un travail récent qu'on n'a pas encore publié, qui est en voie de publication, sur, vous voyez, 6500 individus, c'est la génétique, donc enfants et adultes peuvent être mélangés. On a pris soit des adultes, soit des enfants sévèrement obèses, donc IMC supérieur à 40 chez les adultes, Z-score de l'IMC supérieur à 3 DS chez les enfants. Et ce qu'on croyait être tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire quelques cas mondiaux décrits, en fin de compte, dans une cohorte, on arrive à 3,5% des obésités sévères. 3,1% des obésités sévères. Donc là, on change complètement de braquet, puisqu'on passe d'une chose tout à fait exceptionnelle à quelque chose qui n'est peut-être pas si rare que ça. En sachant que, alors vous voyez toutes les mutations qui étaient là et qu'on a recherchées, en sachant que on n'est pas encore très très fort pour la génétique et qu'il reste encore énormément de progrès à faire pour trouver les autres anomalies génétiques. Et je pense que dans les décennies qui viennent, parce que c'est certain pour les obésités sévères, on arrivera simplement à 100% d'obésité monogénique. J'en suis convaincu depuis longtemps, mais vous voyez qu'on est passé de quelques cas à 3% déjà. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on va pouvoir les traiter. Vous voyez, déjà, dès 2002, vous voyez, ça c'est la mutation de la leptine, c'est Jackson qui l'avait décrit. Donc en 97, les enfants n'avaient pas de leptine, c'était ceux-là. Vous voyez, on les reconnaît ici. Ils n'ont pas de leptine, on leur injecte de la leptine, ils guérissent. Et dès qu'on trouve l'anomalie génétique, c'est fait. Et puis, dans notre équipe, on a, avec une équipe allemande et une start-up américaine, on a mis au point un agoniste du récepteur de type 4 mélanocortine, la 7-mélanotide. En réalité, ça fait déjà plusieurs années que ce médicament avait été découvert, mais avec une grosse boîte. Mais lorsque ça a été injecté aux souris, aux rats, pour voir si ça marchait, ces rats ont eu la bonne idée d'avoir des magnifiques érections. Et donc le laboratoire a trouvé que le marché de l'érection était sûrement plus juteux que le marché de l'obésité. Et donc ils ont abandonné l'obésité pour aller vers le marché de l'érection. Peut-être que certains d'entre vous en auront besoin dans quelques années. Ça a sûrement moins d'effets indésirables que les autres. Bref, une autre start-up américaine donc, a repris le flambeau. Et on a modifié un tout petit peu la formule, parce qu'on n'avait pas le droit, c'était breveté bien évidemment. Et donc on a créé la 7-mélanotide. Et donc on s'est dit qu'en stimulant MC4R, eh bien, tout ce qui est en amont enfin toutes les anomalies en amont vont pouvoir guérir. Et la première publication dans New England de notre équipe
Et vous voyez deux patientes, 21 et 26 ans, celle de 21 ans avait été suivie à Trousseau, 21 ans avec une mutation de POMC, c'est ici POMC. Vous voyez, elles étaient quand même assez grosses, avec des injections quotidiennes de cette mélanotide. Regardez l'effet, c'est l'effet de la chirurgie bariatrique, 51 kg en 42 semaines, 20 kg en 12 semaines. Donc voilà l'avenir de l'obésité. Et puis ça c'est le premier travail. Le deuxième travail publié dans Nature a repris les deux POMC ici que vous reconnaissez. Et on a ajouté le récepteur de la leptine, c'est-à-dire l'anomalie qui est là. Et avec un effet qui est moins spectaculaire, mais vous voyez les zones ici que vous voyez en brun, c'est les zones, ce sont des injections quotidiennes, c'est des zones où le patient arrête de se faire les injections, parce qu'il en a marre, et regardez, le poids remonte immédiatement. Donc c'est bien sûr dépendant de ces injections. Voilà, dans les décennies qui viennent, vous allez voir, c'est comme ça qu'on va traiter les obésités sévères, trouver l'anomalie génétique et trouver le médicament adapté. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants obèses sont programmés pour avoir un poids excessif et le conserver. Et c'est ce que je dis à mes patients, c'est une injustice de la nature. En tout cas, vous le voyez, hein, il y a les enfants qui regardent un gâteau et qui grossissent, et l'autre qui le mange et qui le grossit pas. Il faut bien mettre ça, et surtout retenir que dans tous les pays, y compris le vôtre, dans tous les pays, la majorité des enfants n'ont aucun risque de devenir obèses, quelle que soit leur alimentation. On a parlé des fast-food tout à l'heure, quel que soit leur niveau d'activité physique. Il faut bien mettre ça dans la tête parce que justement, beaucoup pensent le contraire et il suffit d'avoir suivi des enfants obèses, même pas 30 ans comme nous, mais un peu moins pour se rendre compte que ce n'est pas du tout ça. Et donc, j'espère, déjà dans cette première partie, vous avoir convaincu que la première photo que je vous avais montrée, où ces clichés particulièrement dégradants pour les obèses parce qu'ils ne savent que ce n'est pas vrai, est faux. Deuxièmement, toujours dans la différence enfant-adulte, c'est la prévalence de l'obésité qui est différente chez l'adulte et chez l'enfant. Alors vous avez ici un article relativement récent du Lancet qui reprend la prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'enfant et chez l'adulte. En bleu foncé, vous avez l'enfant, et en bleu clair, vous avez l'adulte. Alors, c'est la base est l'enfant, puisque vous avez ici les 20, c'est le top 20 planétaire, les 20 pays au monde où il y a le plus d'enfants en surpoids et obèses. Les garçons ici, on est chez les garçons. Vous voyez, ça augmente. Vous voyez que le champion du monde, c'est les îles des Kiribati. Les deux premiers pays touchés sont des îles de l'océan Indien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas par hasard où sont les îles des Kiribati, vous allez bientôt voir une carte. Vous remarquez aussi qu'il y a quelques pays d'Europe et que les deux pays d'Europe les plus touchés sont Malte et la Grèce. Et vous avez tous remarqué que les États-Unis ne font pas partie du top 20 planétaire. Là aussi, ce mythe comme quoi il y a beaucoup d'obèses chez les Américains, c'est sûrement vrai chez l'adulte, c'est faux chez l'enfant. C'est moi qui ai fait les plots, ce n'était pas dans l'article, je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'aux États-Unis. Il y a 8 pages de chiffres, mais à vue de nez, ils sont à peu près 30-40e. Et vous voyez que par exemple, Malte et Grèce ont beaucoup plus d'enfants obèses que les États-Unis. Alors après, les filles, chez les filles, on a pareil, vous voyez, il y en a un peu plus. On a aussi les 5 premiers pays du monde qui sont des îles de l'océan Pacifique. Il n'y a toujours pas les États-Unis. Et puis vous remarquez qu'il n'y a pas de pays d'Europe ici. Tout simplement parce que la discrimination de l'obésité dans nos pays d'Europe fait que c'est des teenagers, hein, j'ai oublié de vous préciser, donc des enfants et des adolescents de moins de 20 ans. Beaucoup d'adolescentes, plus que d'adolescents, se mettent au régime très tôt, vers 13-14 ans, ce qui bien sûr fait diminuer la prévalence, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Le Maroc, je crois que je ne l'ai pas vu. Hein. Non, le Maroc ne fait pas partie du top 20. Alors voilà, pour ceux qui ne savaient pas, comme moi, parce que je ne savais pas, je l'avoue, où sont les îles des Kiribati, vous voyez, c'est ce petit archipel ici, en plein dans l'océan Pacifique, avec d'autres pays. Alors, tout ça, on se demandait pourquoi il y a autant d'enfants obèses dans les îles de l'océan Pacifique. Et l'hypothèse qui était avancée, c'était une sélection génétique. C'est-à-dire que dans le passé, ces enfants et ces adultes ont souffert de famine. En plus, il y avait peu de métissage, hein, puisqu'ils étaient complètement isolés. Et donc, il y a vraisemblablement eu une sélection génétique. Et ça a été démontré dans un bel article il n'y a pas très très longtemps, avec l'analyse pangénomique
de plus de 5000 Samoans, dont 400 enfants. Ils ont découvert une mutation faux sens sur un gène qu'on ne connaissait pas et qui est induite par le jeûne, donc la famine. Et donc, l'association avec l'IMC était à un niveau jamais atteint jusqu'à maintenant. Et in vitro, on a montré que cette forme mutée entraînait une diminution de la dépense énergétique cellulaire et une augmentation du stockage lipidique. Bref, et c'est le titre de l'article, un variant d'épargne, thrifty c'est épargne, un variant d'épargne, c'est-à-dire que ça leur permettait d'épargner l'énergie et donc de mieux résister aux famines et, comme toute pression sélective, donc de mieux ressortir après. Pour les passionnés, c'est sur le chromosome 5. Ça, c'était globalement. Et quelques années plus tard, là, tout récemment, sur une cohorte de 6 000, 7 000 enfants originaires de plusieurs îles de l'océan Pacifique, eh bien, ce variant a été associé très clairement à l'obésité. Vous voyez ici, quand on a la forme homozygote, ça c'est le Z-score de l'IMC des filles et des garçons, on est nettement plus élevé que la forme hétérozygote et encore plus élevé que la forme sauvage. Donc, on a vraiment un effet de ce variant sur l'obésité. Là encore, on va probablement retrouver, pour expliquer les résultats que je vous ai montrés, c'est-à-dire des pays où on n'aurait jamais imaginé qu'il y a autant d'enfants obèses, et c'est là encore la sélection génétique, et on revient toujours à la génétique. Alors, qu'en est-il de la prévalence? Parce que tout ça, c'est des prévalences globales, mais l'évolution de la prévalence, là on entend partout, hein, surtout dans les mauvais journaux, genre Canard enchaîné, on entend, fallait que je le dise, hein, donc on entend que l'obésité est en progression. En Europe, je vais revenir pour le Maroc, en Europe, alors vous ne voyez pas très bien, mais il y a plein de pays d'Europe ici, il n'y a même pas que l'Europe, hein, ici il y a la Chine, l'Australie. Dans la plupart des pays industrialisés, ça fait environ 20 ans que la prévalence de l'obésité ne bouge plus, hein, vous le voyez même de loin, regardez. Ça ne bouge plus, là on est en 2011, je n'ai pas trouvé d'article qui en reprenait autant tout récemment, mais ça continue à être parfaitement stable. Au Maroc, c'est probablement en train d'augmenter, on va y revenir. Alors que chez l'adulte, et je vais prendre l'exemple des États-Unis, chez l'adulte, vous avez ici la prévalence de l'obésité qui est stable, vous voyez, entre 2007 et 2016, donc depuis 10 ans, stable, elle était stable déjà depuis l'an 2000, alors que chez l'adulte, ça continue encore un tout petit peu à augmenter. Là, l'échelle écrase un peu la courbe, mais elle continue à augmenter. Ça étaye l'idée selon laquelle l'obésité de l'enfant, les physiopathologies sont différentes. Alors comment on peut expliquer cette stagnation? Eh bien tout simplement parce que pour devenir obèse, il faut avoir une prédisposition génétique, soit, mais il faut aussi avoir à manger. Et donc l'expansion de l'environnement obésogène, c'est-à-dire l'accès à une nourriture riche, fait que les enfants s'expriment, mais quand tout un pays a exactement le même environnement, comme c'est le cas dans tous les pays industrialisés, eh bien l'augmentation de la prévalence de l'obésité s'arrête, ce qui montre bien que c'est beaucoup plus l'individu qui compte que son environnement. Alors au Maroc, vous avez encore dans le sud du Maroc des zones où c'est pas industrialisé, où les conditions de vie sont difficiles, et donc il est probable que tous les enfants qui vont monter vers le nord et arriver dans des zones plus industrialisées comme les grandes villes du Maroc, qui sont aussi industrialisées que les grandes villes d'Europe, eh bien, le temps que tout le territoire du Maroc soit industrialisé, la prévalence va sûrement augmenter. Et quand vous aurez une prévalence totalement identique dans tous les coins de votre pays, comme dans tous les autres pays, la prévalence de l'obésité s'arrêtera. Et donc, il n'y a pas ces scénarios catastrophes qu'on entend notamment des climatologues, où, je sais pas, il va faire 70 degrés dans 50 ans. Voilà, ça, c'est la science-fiction. Ce n'est pas du tout de la vraie science. Et il ne faut pas avoir peur de ça, parce que je lisais autant pour l'obésité. Hein. Mais si ça continue, il va y avoir 70% d'enfants obèses dans les années 2050. Jamais. Ça fait 20 ans que ça stagne. Troisième différence, les complications somatiques. Chez les adultes, on a très peur, bien sûr, des complications somatiques, notamment cardiovasculaires. Chez l'enfant, ce n'est pas vraiment le problème. Vous voyez ici, dans notre service, en 25 ans, nous on a le service le plus spécialisé, donc on a des enfants très gros, les 1000 enfants les plus gros qui sont venus dans notre service, et voilà les complications somatiques graves qu'on a trouvées. 25 ans, 1000 enfants, les plus gros, hein, c'est pas 5 pour 1000, hein, c'est bien moins, puisque c'est les enfants les plus gros. 5 diabètes, 3 HTA, 3 stéatohépatite, 4 épiphysiolyses, 11 apnées, 3 syndromes des ovaires polykystiques et 2 pseudotumeurs cérébrés. Voilà les complications sévères dans un service ultra spécialisé qui a des très gros. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas très inquiet. Alors bien évidemment, il y a plein de complications somatiques bénignes
ou qui ne nécessitent pas de traitement spécifique, qui elles sont bien plus nombreuses, l'insulinorésistance, l'intolérance au glucose, les dyslipidémies, la stéatose, les troubles des règles, vergeture hirsutisme, tout ça c'est extrêmement fréquent, mais c'est sans spécificité et surtout sans gravité réelle, du moins chez l'enfant. Donc le problème, et c'est ça qui différencie l'adulte de l'enfant, chez l'adulte, l'inquiétude, c'est bien sûr les complications cardiovasculaires et le risque augmenté de cancer. Vous savez, cancer digestif chez les hommes, cancer œstrogénodépendant chez les femmes. Chez l'enfant, ce n'est pas du tout le problème est psychosocial. Alors, avec Damien Bonnet qui est ici, il y a quelques années, on avait fait ce remarquable travail. On avait montré que les enfants obèses avaient déjà des lésions artérielles qu'on peut qualifier de pré-athérosclérose. Là, je fais attention parce que Damien est dans la salle pour ne pas dire de bêtises. Et donc, qui pouvaient être le lit d'une complication cardiovasculaire future. Mais la question qui se posait, c'est est-ce que ces lésions cardiovasculaires, vasculaires, artérielles qu'on met en évidence chez l'enfant obèse étaient reliées au risque cardiovasculaire à l'âge adulte, quelle que soit l'évolution pondérale, ou au contraire, était-ce la persistance de l'obésité à l'âge adulte qui était le facteur qui déterminait ça. Alors, à l'époque, pour vendre notre papier, on avait défendu cette flèche, mais les travaux ultérieurs l'ont largement remise en question jusqu'à ce remarquable article publié dans le New England, avec 4 énormes cohortes suivies sur plusieurs décennies, avec, pour être très schématique, 4 groupes d'individus, un groupe d'enfants et d'adultes qui n'a jamais été obèse, un groupe obèse durant l'enfance, normal à l'âge adulte, obèse toute la vie, normal durant l'enfance, obèse à l'âge adulte. Et les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont ici, ce n'est pas des événements cardiovasculaires, mais des facteurs de risque cardiovasculaire, eh bien, le fait de n'avoir jamais été obèse, c'est la même chose que de ne plus l'être à l'âge adulte. Le fait d'avoir toujours été obèse, c'est la même chose que de le devenir à l'âge adulte. Et donc, très clairement, le lien entre obésité de l'enfant et risque cardiovasculaire à l'âge adulte passe par la persistance de l'obésité à l'âge adulte, ce qui nous arrange, parce que comme ça, si on échoue, on ne greffe pas le pronostic cardiovasculaire, c'est ce qui est ici. On peut, je pense raisonnablement, ne pas penser à cette flèche, mais éviter, enfin, en tout cas, à l'âge adulte, les individus doivent maigrir. Et chez l'adulte, c'est rarement spontanément favorable, ce qui n'est pas le cas de l'enfant. En effet, dans ce travail, qui est étayé par le tout premier travail que je vous ai montré, mais c'est un travail assez ancien, mais qui a vraiment été confirmé, regardez, la majorité des enfants gros avant 5 ans ne le restent pas, puisque seuls 31% des enfants gros avant 5 ans le restent. Et regardez, même entre 2 ans, 1 et 2 ans, seuls 21% restent. 79% évoluent spontanément, favorablement. C'est important, parce que surtout dans votre pays, les mamans, elles aiment bien avoir des gros bébés. Et avec la tendance de ce que vous entendez, notamment en France, vous voulez les soigner, laissez-les tranquilles. La majorité vont spontanément régresser. Et dans la toute première diapo que je vous avais montré, l'effet du comportement familial, c'est ça. C'est-à-dire que souvent mes collègues de ville me disent « Ah ben j'avais un enfant de 3 ans, heureusement que je l'ai pris en charge, il a pu évoluer favorablement. » Eh ben écoutez, s'il n'avait rien fait, 59% auraient évolué favorablement. On ne parle jamais de ces échecs, et en réalité les échecs sont là. En revanche, après 6 ans, et notamment après 10 ans, la persistance de l'obésité à l'âge adulte est beaucoup plus importante, puisque c'est à peu près 3/4 des enfants qui restent obèses. Pardon. Alors la question qui peut se poser, c'est de savoir si ce qu'on fait durant l'enfance a un effet sur le pronostic à l'âge adulte. C'est un vieux travail qu'on avait fait dans le service. 174 enfants suivis en consultation, contactés 11 ans plus tard, ils étaient adultes, ils avaient 21 ans. Un tiers a été normopondéral, un IMC inférieur à 25, les 2 tiers étaient en surcharge pondérale. On a donné toutes les données dont on disposait à nos biostatisticiens qui nous ont démontré que l'âge à la première consultation et le retard à la consultation n'étaient absolument pas des facteurs prédictifs. En d'autres termes, qu'on les prenne tôt ou tard, ça ne change rien pour le pronostic pondéral à l'âge adulte. Ni la durée du suivi, ni l'efficacité de la prise en charge n'étaient des facteurs prédictifs. En revanche, étaient prédictifs favorablement le niveau socio-économique élevé des parents et le niveau d'études élevé atteint par l'enfant que j'avais défini comme l'obtention d'un bac général. Ça veut simplement dire que plus on va dans les milieux favorisés, plus on se met au régime. Et l'IMC supérieur à 25 chez la mère, ça ne m'apparaissait pas chez le père. Et l'origine non européenne,
étaient des facteurs péjoratifs. Et là, on retrouve le facteur culturel, c'est-à-dire dans certaines cultures, dont la vôtre, eh bien, on aime bien être un peu plantureux, et c'est très bien. Donc, le traitement de l'obésité de l'enfant n'est pas une urgence. Son unique but, c'est d'améliorer l'immédiat sans se préoccuper de l'avenir. Et donc, il faut savoir laisser un enfant gros et surtout pas l'embêter. Et malheureusement, en France, certains incompétents ont mis en place un dépistage précoce de l'obésité. Nous sommes des farouches adversaires de ce dépistage précoce qui va bien sûr aboutir à rien du tout, sinon inquiéter les familles ou simplement mettre en exergue des pseudo-évolutions favorables qui seront en fin de compte des évolutions favorables spontanées. Nous le déconseillons totalement. Enfin, pour terminer, la prévention de l'obésité, qui est très, très mise en avant en France, est totalement inefficace. Alors, bien sûr, vous savez, c'est la pensée unique. Hein, en France, elle est très importante. Dès que vous êtes contre la pensée unique, vous ne pouvez pas publier. Et donc, vous voyez que la publication que j'ai trouvée, qui est relativement ancienne, qui était une méta-analyse, qui était la dernière, qui a osé dire que la prévention de l'enfant ne servait à rien, aussi bien dans les messages qu'on entend à la télé que par l'éducation nutritionnelle à l'école. Là, on a juste quelques travaux ponctuels. Je vais les faire parce que ça me fait plaisir. Vous voyez, c'est des travaux récents dans des journaux tout à fait sérieux. Ici, on est chez le jeune enfant. Vous voyez, des enfants de 4, 3, 5 ans, on va dire, avec des modes de prévention, soit par téléphone mobile, infirmière à domicile, crèche ou parents. Et on parle d'hygiène alimentaire, d'activité physique. Quasiment tout est totalement non significatif. On parle aussi de précarité. Beaucoup de précarité en France, c'est un mot qui fait plaisir. Et j'ai retrouvé ce travail publié dans le JAMA, donc une bonne revue. Regardez comment utiliser beaucoup son énergie ne sert à rien. 304 enfants de 3 à 5 ans avec des témoins, avec des familles défavorisées de Nashville, dans le Tennessee. Regardez l'énergie dépensée. Formation hebdomadaire de 90 minutes pendant 12 semaines, puis coaching mensuel par téléphone pendant 9 mois, puis entretien mensuel par courrier ou appel téléphonique jusqu'à 3 ans. Je pense que je n'ai pas besoin de vous commenter la courbe. Enfin, juste pour le plaisir, pour la fin, American Journal of Clinical Nutrition, donc un journal sérieux, études contrôlées randomisées, et ils ont fait la prévention de l'obésité auprès de la mère dès la grossesse et pendant les 2 premières années de la vie de l'enfant, avec 4 groupes. Alors un groupe témoin, un groupe AAA ici que j'ai mis où on parlait d'alimentation, d'activité physique, d'allaitement, un groupe où on parlait que de sommeil, et un groupe où on faisait l'ensemble, les deux. Alors, par rapport aux témoins, aucune différence significative, si une, pardon. Le groupe où on parlait d'alimentation, d'activité physique et d'allaitement était plus gros que le groupe où on n'avait rien dit. Voilà, l'effet paradoxal qui veut simplement dire que tout ça, ça ne sert à rien. Alors non seulement ces messages de prévention ne servent à rien, ça on en est convaincu depuis très très longtemps, mais je pense que dans mes 30 années d'expérience, ça a explosé la discrimination autour des obèses. Alors j'insiste là-dessus parce que vous, dans votre pays, vous n'en êtes pas encore là. Malheureusement, vous êtes en train de suivre les Français. Et il y a peut-être des bonnes choses qu'on fait, nous, mais pas ça. Surtout arrêtez, valorisez, ça ne servira à rien. Vous allez au pire faire comme nous, c'est-à-dire être catastrophique. Donc, vous voyez, c'était dans le métro parisien et induire des troubles du comportement alimentaire. Donc, et c'était ma dernière diapo. Je vois que le président se met à son bureau. Donc, ne confondez pas adulte et enfant, tant génétique, prévalence, complications, évolution et prévention. J'espère vous avoir convaincu. Je vous remercie.